Par une soirée de mars 1972, un homme marchait seul le long du sable humide de la baie de Compton, sur l'île de White. C'était une soirée fraîche et vivifiante, mais il appréciait la paix et la sérénité, tandis qu'il s'aventurait plus loin grâce à la marée basse. Il inspira cet air frais, avant de remarquer quelque chose d'encore plus froid qui heurtait sa cheville. C'était une vague, rien de significatif, juste un petit clapotis d'eau qui saturait le bas de son jean et ses chaussures. L'homme regarda vers la mer et réalisa que la marée devait être en train de monter. Il était temps pour lui de retourner à sa voiture qu'il avait garée juste à côté de la plage. Mais alors une autre vague le frappa, un peu plus haut sur sa jambe cette fois-ci. Une autre suivit rapidement. Il jeta un coup d'œil vers la mer et put voir l'eau bouger beaucoup plus vite qu'elle ne le devrait. C'était une promenade qu'il connaissait assez bien, et il était habitué aux marées changeantes. Mais instantanément, dans ses tripes, il sentit que quelque chose n'allait pas. Ce fut lorsque la vague suivante frappa son genou qu'il commença à paniquer. C'était une sorte de raz-de-marée, quelque chose avait commencé à repousser l'eau vers la terre beaucoup plus rapidement que d'habitude. Il se retourna pour commencer à courir vers la plage, et c'est à ce moment-là qu'il l'entendit. Un son sourd et bourdonnant provenant de quelque part au large, presque comme une sirène au ralenti. Il se déplaça rapidement, mais à présent, l'eau montait de plus en plus autour de lui, l'obligeant à patauger. Il risquait d'être coupé du rivage, la plage étant encore à une certaine distance. Il savait nager, mais chaque vague qui s'écrasait autour de lui était plus puissante que la précédente. Il n'était pas sûr que ce qui avait provoqué ces vagues ne finirait pas par le noyer une fois que toute l'ampleur de la déferlante l'aurait rattrapé, ce qui arriverait sûrement avant qu'il n'atteigne la plage. Il réalisa que juste à sa gauche se trouvait une formation rocheuse, suffisamment haute pour qu'il sache qu'elle dépassait normalement confortablement de la mer. L'eau était maintenant assez haute, et il commença à nager comme si sa vie en dépendait, ce qui était très probablement le cas. Il n'y avait personne d'autre aux alentours. S'il n'atteignait pas les rochers à temps, il ne savait pas combien de temps il faudrait pour que quelqu'un pense même à envoyer des secours. Effectivement, il atteignit les rochers et commença à grimper, glissant plusieurs fois alors que ses mains mouillées agrippaient les roches lisses. Mais après quelques efforts, il parvint à se hisser jusqu'au sommet. Il s'effondra, respirant profondément et soulagé. L'épreuve était enfin terminée. Il jeta un coup d'œil par-dessus le bord pour voir les vagues s'écraser contre les rochers en contrebas. Il réalisa rapidement qu'il avait pris la bonne décision de ne pas essayer d'atteindre la plage. L'homme se redressa et jeta un coup d'œil sur les eaux sombres, se demandant ce qui avait pu provoquer un changement si violent dans les marées. Un lointain tremblement de terre peut-être ? Mais ensuite il l'entendit à nouveau, ce son grave et bourdonnant. Il en était certain. On aurait dit que ça venait d'en dessous de l'eau. Il regarda attentivement, et là, devant ses propres yeux, quelque chose de singulier apparut. 2 lumières jaunes, claires comme le jour, brillaient à travers l'eau. Les vagues les déformaient, mais il a dit qu'il semblait être juste sous la surface et à seulement 40 pieds de l'endroit où il était perché au bord de cette petite falaise. L'homme décrivit plus tard les lumières jaunes comme des yeux. Ou plus précisément, il dit qu'elles me fixaient comme les yeux d'un horrible monstre marin. Elles ne restèrent là que quelques minutes, avant de disparaître lentement dans les profondeurs sombres et troubles en dessous de lui. Le bourdonnement commença à s'estomper, s'évanouissant à l'horizon. Alors que le son et les lumières s'estompaient, la marée se retirait également, laissant l'homme secoué, mais capable de retourner à sa voiture et de rentrer chez lui. Ce n'était pas un événement isolé pour cet homme. Au cours des dernières années, il avait été témoin d'étranges lumières qui semblaient presque le suivre. Mais il ne savait pas comment raconter à qui que ce soit ce qu'il avait vécu sans avoir l'air fou. Ce ne serait qu'1 an plus tard, lorsque sa fille aurait sa propre expérience encore plus étrange, que l'homme révélerait enfin son histoire. Bienvenue à la bibliothèque de cassettes, et j'en ai une vraiment dingue pour vous ce soir. Comme je l'ai dit, cette affaire est vraiment particulière. Bien qu'elle puisse être attribuée au fantasme de 2 enfants, il y a tellement de détails étranges à son sujet que je pense qu'elle constitue un cas fascinant et pourrait être le meilleur exemple de phénomène hautement étrange que nous ayons abordé depuis l'épisode du trou de Tsarichina. Alors préparez-vous une boisson chaude, tamisez les lumières et installez-vous confortablement. Il est temps de découvrir l'histoire étrangement glaçante de Sam, le clown de Sundown. Partie 1.
Sam, toutes couleurs. Salut, je m'appelle Sam. Je suis un garçon ordinaire, enfin presque. J'ai un secret que personne ne connaît. Je peux voir toutes les couleurs du monde. Pas seulement le rouge, le bleu et le vert comme tout le monde. Je vois des couleurs que personne d'autre ne peut voir. Quand je regarde le ciel, je ne vois pas seulement du bleu. Je vois du bleu clair, du bleu foncé, du bleu vert et même du bleu violet. Les nuages ne sont pas juste blancs. Ils sont blanc crème, blanc neige et parfois même un peu rose. L'herbe n'est pas juste verte. Elle est vert, pomme, vert forêt et parfois même un peu dorée quand le soleil brille dessus. Les fleurs sont comme des feux d'artifice de couleurs pour moi. Chaque pétale a sa propre teinte spéciale. Même les gens ont des couleurs que les autres ne peuvent pas voir. Maman a une lueur dorée chaleureuse autour d'elle. Papa a un éclat bleu apaisant. Ma meilleure amie Lily a des étincelles roses qui dansent autour d'elle quand elle rit. C'est vraiment cool de voir toutes ces couleurs, mais parfois c'est aussi un peu effrayant. Quand je vois une couleur sombre et menaçante autour de quelqu'un, je sais qu'il est en colère ou triste, même s'il essaie de le cacher. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce don spécial. Peut-être que je suis un super-héros secret, ou peut-être que c'est juste la façon dont mes yeux fonctionnent. Quoi qu'il en soit, je suis content de pouvoir voir le monde de cette façon si colorée et spéciale. Parfois, j'aimerais pouvoir partager ce que je vois avec les autres. J'aimerais leur montrer à quel point le monde est vraiment beau et coloré. Mais pour l'instant, c'est mon petit secret. Et vous savez quoi ? C'est plutôt cool d'avoir un super pouvoir secret. Faye, une jeune fille de 7 ans, jouait près du lac Common dans la ville côtière de Sandow, sur l'île de White. Le printemps était pleinement dans l'air en cette chaude après-midi de mai, alors qu'elle jouait à cache-cache avec un jeune garçon à peu près du même âge. L'après-midi s'étirait et vers 16h, les deux enfants décidèrent qu'il était temps de mettre fin à leur jeu et de penser à rentrer chez eux pour manger. Cependant, avant qu'ils ne puissent le faire, quelque chose attira leur attention. C'était un son, une sorte de sirène d'un genre particulier. Un gémissement grave, presque comme une sirène d'ambulance, quelque part au loin mais pas trop éloigné. Les deux enfants écoutèrent attentivement et avec un certain niveau de confiance enfantine, ils établirent que le son ne pouvait provenir que d'un ou deux champs plus loin. Ils avaient du temps, alors pourquoi ne pas aller voir de quoi il s'agissait ? La zone où ils jouaient était adossée à un terrain de golf, alors ils se déplacèrent le long du périmètre du parcours en direction du bruit. Faye trouvait étrange qu'aucun des adultes jouant à leur jeu ne semblait s'intéresser du tout au bruit, mais ils continuaient malgré tout. Ils atteignirent la limite du club et traversèrent une haie pour pénétrer dans les marécages qui entouraient la zone, juste en face de l'aéroport de Sundown, un petit aéroport rarement utilisé à l'époque. Ils étaient proches maintenant, le son était si fort, mais ils scrutèrent l'étendue marécageuse et ne purent rien voir qui aurait pu causer ce bruit. Puis, soudainement, tout s'arrêta. Un silence inquiétant s'abattit sur le champ. Ils s'avancèrent un peu plus loin dans le marécage, déconcertés par la soudaine disparition du bruit. Ils commencèrent à s'approcher d'une petite passerelle en bois qui leur permettrait de traverser l'un des ruisseaux, mais alors qu'ils s'apprêtaient à la franchir, Faye aperçut quelque chose qui la figea sur place. Il y avait une main, agrippant le pont par en dessous, portant un gant bleu avec seulement 3 doigts. Dessous le pont, les deux enfants virent une étrange silhouette sortir des ombres en dessous d'eux. La personne leur tournait le dos, ils n'eurent donc pas l'occasion de bien voir son visage, mais ils purent instantanément constater, même dans ses mouvements à moitié voûtés et chancelants, que celui qui était dans l'eau était grand. Il était aussi habillé, bizarrement. L'homme de grande taille semblait porter une sorte de livre qu'il laissa tomber dans l'eau en trébuchant en sortant de sous le pont. Il s'efforça de ramasser le livre, éclaboussant tout autour de lui en le faisant, presque comme s'il n'avait pas le plein contrôle de ses mains, avant de se déplacer le long du ruisseau dans un étrange mouvement sautillant, avec ses genoux levés haut tandis qu'il avançait. Ils l'observèrent alors qu'il se dirigeait vers une curieuse cabane métallique sans fenêtre, avant qu'il n'ouvre la porte et ne disparaisse à l'intérieur. L'incident tout entier était si bizarre que les deux enfants décidèrent qu'ils devraient en parler à un adulte et choisirent de rebrousser chemin par où ils étaient revenus. Alors qu'ils étaient entrés dans le champ, ils avaient repéré 2 hommes en train de réparer un poteau de clôture. Ils décidèrent donc de retourner là où ils se trouvaient. Ils avaient parcouru environ 15 mètres en s'éloignant du pont lorsqu'ils entendirent un bruit derrière eux. Ils se retournèrent et virent la silhouette, debout pas trop loin derrière eux, les fixant directement. Mais cette fois, elle semblait porter quelque chose de nouveau. Elle paraissait tenir ce qui ressemblait à un microphone noir avec un fil blanc qui pendait.
Il ne bougeait pas, les enfants ne bougeaient pas non plus. Puis soudainement, la sirène hurlante se remit en marche à nouveau, mais cette fois-ci, elle était si forte qu'elle faisait mal aux oreilles des enfants. Le garçon, terrifié, commença à courir. Aussi rapidement que le bruit avait commencé, il s'arrêta, et la silhouette porta l'objet ressemblant à un microphone à sa bouche. Les deux enfants affirmèrent que malgré la distance qui les séparait de la silhouette, ils pouvaient entendre ses paroles aussi clairement que s'il était à côté d'eux. Il dit « Bonjour, êtes-vous toujours là ?» Une question étrangement formulée, étant donné que les enfants étaient parfaitement dans son champ de vision, mais quelque chose dans le ton de la voix de la silhouette apaisa instantanément les deux enfants, et ils se sentirent soudain suffisamment à l'aise pour s'approcher de la silhouette au lieu de continuer à courir. C'est en s'approchant qu'ils purent bien voir ce qu'était exactement il. La description suivante est tirée d'une publication ufologique qui a été la première à enquêter sur cette histoire. Nous verrons plus tard pourquoi il s'agissait d'une publication ufologique. Fay a décrit l'homme comme suit. Il mesurait près de 7 pieds de haut et n'avait pas de cou, car sa tête semblait être directement enfoncée sur ses épaules. Il portait un chapeau pointu jaune qui s'emboîtait avec le col rouge d'une tunique verte. Un bouton rond et noir était fixé au sommet de son chapeau, et des antennes en bois étaient attachées de chaque côté. Le visage présentait des marques triangulaires en guise d'yeux, un carré marron en guise de nez, et des lèvres jaunes immobiles. D'autres marques rondes ornaient ses joues blanc papier, et une frange de cheveux rouges tombait sur son front. Des lattes de bois dépassaient de ses manches et du bas de son pantalon blanc. Il avait 3 doigts dans ses gants bleus, et ses pieds nus et blancs n'avaient également que 3 orteils. Bien qu'il ait parlé aux enfants il y a quelques instants à peine, à travers son micro, sa prochaine tentative de communication se fit par écrit. Il sortit un carnet et commença à griffonner frénétiquement. L'homme présenta le livre aux enfants, pointant son doigt sur chaque mot et leur faisant signe de le lire à voix haute en même temps que lui. Fay fit ce qu'il voulait et lut à haute voix. « Bonjour, je suis Sam, de toutes les couleurs. » La raison pour laquelle il désigna les mots de manière intéressante était qu'ils n'étaient pas disposés en une simple phrase. Au lieu de cela, ils étaient écrits à différents endroits sur la page. Les enfants jetèrent un coup d'œil autour d'eux et purent apercevoir, non loin de l'endroit où ils se tenaient, les 2 ouvriers en train de réparer le poteau téléphonique. Mais aucun d'eux ne semblait réagir aux étranges événements qui se déroulaient, comme s'ils ne pouvaient voir Sam, ni les enfants d'ailleurs. Le garçon était encore nerveux d'être en présence de cette personne qu'ils appelleraient désormais Sam, mais Fay, quant à elle, ne l'était pas. Elle semblait penser qu'il était amical, et, progressivement, son assurance apaisa le garçon. Ils s'approchèrent encore plus près de Sam, qui révéla alors qu'il avait en réalité la capacité de parler sans l'aide de son appareil à microphone. Cependant, les enfants décrivirent sa façon de parler comme étrange. Ses lèvres ne bougeaient pas, et sa voix était étouffée, comme si sa bouche ne s'ouvrait pas complètement, ou était obstruée d'une manière ou d'une autre. Sam commença à poser des questions aux enfants sur eux-mêmes, puis leur demanda de lui poser des questions en retour. Leur première question porta sur ses vêtements étranges. Ses habits étaient épais colorés mais déchirés et usés. Sam déclara que c'était le seul ensemble de vêtements qu'il possédait, alors il devait les porter tous les jours. Ils demandèrent, en raison de son apparence physique étrange, s'il était un homme. À cela, Sam rit un peu pour lui-même avant de répondre « Non ». Le duo lui demanda alors s'il était un fantôme, ce qui provoqua une réponse encore plus énigmatique. « Eh bien, pas vraiment. Mais je le suis, d'une étrange façon. » Lorsque les enfants insistèrent pour savoir ce qu'il était, Sam répondit simplement que les enfants savaient ce qu'il était. Malgré le fait qu'il se soit présenté sous le nom de Sam, il affirma ensuite qu'il n'avait pas de véritable nom. D'un air inquiétant, il dit alors aux enfants qu'il n'était pas seul, qu'il y en avait d'autres comme lui, allant même jusqu'à dessiner dans le carnet un portrait de l'un de ses compagnons. Mais Sam continuait à se présenter aux enfants comme une sorte de figure inoffensive. Il prétendait avoir peur des gens, peur qu'ils lui fassent du mal. Il disait que s'il était attaqué, il ne riposterait pas, alors il préférait simplement se tenir à l'écart des gens. C'est à ce moment-là que Sam a demandé aux enfants de revenir avec lui dans sa cabane. Partie 2. À l'intérieur de la cabane de Sam. Les enfants suivirent Sam à travers une petite trappe sur le côté de sa cabane métallique que tous les 3 furent obligés de franchir en rampant. Une fois à l'intérieur, ils découvrirent que l'espace était en réalité divisé en 2 étages.
le rez-de-chaussée étant suffisamment haut pour permettre à Sam de se tenir debout une fois passé par l'ouverture. Ce faisant, il retira son chapeau, révélant une paire d'oreilles blanches arrondies et une chevelure brune clairsemée. Ils décrivirent le rez-de-chaussée comme étant recouvert d'un papier peint bleu et vert et parsemé de cadrans. Le mobilier à l'intérieur était entièrement en bois et un petit radiateur électrique se trouvait dans un coin de la pièce. Le deuxième étage n'était pas aussi spacieux et avait un aspect métallique froid, très semblable à l'extérieur de la cabane. Sam expliqua aux enfants qu'ils ne restaient pas sur l'île en permanence. Ils se rendaient souvent sur le continent pour récolter des baies dans un second campement qu'il y avait établi. Il affirma qu'il se nourrissait exclusivement de ces baies. Il a également dit qu'il pouvait boire l'eau des ruisseaux autour de sa maison, mais seulement après l'avoir nettoyée. Sam avait une façon particulière de manger qu'il a démontrée aux enfants. Sam ramassa une baie et la poussa vers l'une de ses oreilles avant de projeter sa tête en avant. La baie disparut. Avant de réapparaître quelques instants plus tard dans son œil triangulaire, il projeta à nouveau sa tête en avant et la baie apparut dans sa bouche, qu'il mangea ensuite. Le trio continua à discuter dans l'étrange demeure de Sam pendant encore une demi-heure environ, avant que les enfants ne finissent par dire au revoir et ne sortent par la trappe par laquelle ils étaient entrés. Ce dont ils ont parlé, ou ce qu'ils ont fait pendant cette demi-heure, nous ne le savons pas. Ils s'éloignèrent, jetant un coup d'œil en arrière vers la hutte de Sam. Ils ne les avaient pas suivis. Quelque chose à propos de s'éloigner de la maison de Sam semblait ramener la peur chez les enfants, et ils coururent aussi vite qu'ils le pouvaient pour retourner là d'où ils venaient. Le terrain de golf semblait maintenant presque vide, mais une fois qu'ils atteignirent le lac où ils avaient joué plus tôt, ils racontèrent avec enthousiasme leur histoire aux premiers adultes qu'ils virent, deux hommes qui se contentèrent de rire des enfants, leur disant d'arrêter de faire les idiots et de rentrer chez eux. La moquerie qu'ils reçurent rendit clairement les enfants prudents à l'idée d'en parler à qui que ce soit d'autre. Même pour des enfants de 7 ans, ils pouvaient voir à quel point toute cette histoire était incroyablement étrange et ni Faye ni son ami n'en parlèrent à personne d'autre. Cela dura jusqu'à 3 semaines plus tard cependant. Partie 3. Monsieur I, le 2 juin 1973, le père de Faye, qui était resté anonyme, s'inquiétait de plus en plus pour sa fille. Ces dernières semaines, elle avait été plus silencieuse que d'habitude, comme si quelque chose la préoccupait. Elle avait simplement éludé la question chaque fois qu'il avait essayé de se renseigner, mais pour une raison quelconque ce jour-là, elle décida de se confier à son père sur ce qui s'était passé. Elle était assise là et racontait à nouveau l'histoire de cet étrange après-midi survenu plusieurs semaines auparavant. Au début, il en a ri et lui a dit d'arrêter d'inventer des histoires. Cette réponse sembla contrarier grandement Faye. Encore un adulte qui ne la croyait pas, mais alors qu'il revenait sur l'histoire, quelque chose à ce sujet commença à irriter le père de Faye. Il y avait un tel niveau de détails bizarres inclus qui semblait si inhabituellement imaginatif pour sa fille. Elle semblait également profondément troublée en racontant ses expériences, comme si cela avait été quelque chose qui l'avait véritablement préoccupée pendant un certain temps. Le père, qui dans tous les rapports est désigné sous le nom de Monsieur Higg, était clairement assez convaincu par l'histoire de sa fille pour croire que quelque chose s'était produit, mais il ne croyait pas sa version des événements. Alors sa première étape fut d'aller rendre visite au garçon avec qui elle avait joué ce jour-là. Fait intéressant, le garçon était beaucoup plus hésitant à parler de ce qui s'était passé, mais il a néanmoins confirmé à Monsieur Ibioe qu'il avait rencontré un étrange homme nommé Sam dans le champ ce jour-là, et a corroboré la plupart des éléments de la version de Faye sur les événements. Monsieur I s'est ensuite rendu au ruisseau, où ils affirmaient avoir vu Sam, mais n'a pu trouver aucune preuve de la présence d'une cabane métallique à cet endroit. Monsieur X, toi, ne pouvait se défaire de l'histoire de Faye. Il lui a fait raconter plusieurs fois et a rédigé un document détaillé de tous les événements relatés par elle et le garçon. Il a ensuite pris contact avec un enquêteur sur les ovnis de l'organisation Bufora, qui a examiné l'affaire et a même rapporté les événements de manière détaillée dans l'un de leurs bulletins. Il a demandé que son identité ainsi que celle des enfants soient gardées secrètes. Il ne cherchait pas à attirer l'attention sur cette histoire. Il voulait simplement que quelqu'un l'examine, qu'on lui dise qu'il y avait quelque chose de vrai là-dedans, qu'on lui assure qu'il ne devenait pas tout simplement fou. Mais pourquoi Monsieur Hui avait-il décidé de contacter des enquêteurs spécialisés dans les ovnis pour cet étrange incident ? Eh bien, pour répondre à cela, nous devons remonter 3 ans en arrière, au début des propres rencontres de Monsieur Hick, mardi,
le 20 octobre 1970. Monsieur X qui était seul, conduisant vers la maison d'un ami en cette sombre soirée d'automne. Il traversait le village de Brading, les routes étaient calmes, les gens étaient déjà rentrés du travail en cette froide soirée. Alors qu'il quittait le village, il remarqua quelque chose dans le ciel, une sorte d'aéronef très imposant dans le ciel, juste à sa droite au-dessus de quelques champs. L'engin était suffisamment étrange pour que Monsieur Y arrête sa voiture sur le bord de la route, afin d'essayer de comprendre ce qu'il voyait. Il observa le grand appareil en vol stationnaire, 7 lumières individuelles de grande taille brillaient en dessous, chacune formant une sphère clairement définie qui ressemblait à une cerise rouge incandescente, mélangée à des lumières turquoises et blanches. Curieusement, malgré sa proximité, l'objet ne produisait aucun son. Ça planait simplement là, en silence. Quand Monsieur Y a démarré son moteur et a commencé à avancer lentement sur la route, l'engin s'est déplacé avec lui. Flottant à ses côtés, gardant le rythme de sa voiture, il le suivit plus loin sur la route, avant de traverser soudainement la chaussée à environ 90 mètres derrière sa voiture. Monsieur Y arrêta sa voiture une fois de plus et observa l'objet planer au-dessus de quelques champs voisins. Cela semblait d'une certaine manière plus petit maintenant, mais c'était peut-être simplement dû au fait que seules 4 des 7 lumières semblaient être allumées. Il sortit de sa voiture et tenta d'éclairer l'objet avec sa lampe torche, mais celui-ci était trop loin dans les champs pour être réellement illuminé. Il continua néanmoins à l'observer tandis qu'il se déplaçait d'avant en arrière dans le ciel, comme s'il ne savait pas quoi faire. Après un certain temps à regarder, Monsieur Y remonta dans sa voiture et poursuivit sa route vers la maison de son ami. De façon inquiétante, tout au long du trajet, il pouvait voir les lumières rouges dans son rétroviseur. Bien qu'elles semblaient visiblement plus éloignées de lui, il avait l'impression qu'elles le suivaient. Il entra dans la maison de ses amis et leur raconta la rencontre étrange qu'il avait faite ce soir-là. Après un certain temps, le duo sortit et, effectivement, les 2 hommes aperçurent les lumières rouges, pas très loin au loin. Elles se déplaçaient d'avant en arrière, disparaissant dans la ligne des arbres pendant de courtes périodes, avant de sembler réapparaître furtivement. Monsieur Y conduisit vers sa maison, et bien que les lumières semblaient les suivre pendant un court moment à nouveau, elles disparurent bientôt complètement de vue. Sur une période de près de 2 ans, Monsieur Y apercevrait des lumières rouges solitaires dans le ciel nocturne lorsqu'il sortait, et ce, à plusieurs reprises. Il ne les voyait pas pendant des mois, puis soudainement, alors qu'il conduisait, il remarquait le point rouge qui le suivait. Un phénomène étrange, mais qui ne l'effrayait pas vraiment jusqu'à un soir à la baie de Compton, l'endroit où notre histoire a commencé et où M. Akai affirmait avoir été forcé d'escalader une formation rocheuse pour éviter ce qu'il était convaincu d'être une sorte d'engin sous-marin provoquant une montée des eaux. Les inquiétantes lumières jaunes dans la mer l'observaient, tout comme les lumières rouges dans le ciel l'avaient fait les années précédentes. Bien que ces incidents aient fasciné M. Clax sur le sujet des ovnis, ce n'était pas un sujet qu'il abordait avec sa famille. Encore une fois, comment expliquer que vous êtes convaincu d'avoir été suivi par des lumières brillantes à plusieurs reprises sans paraître fou? Il n'avait certainement jamais parlé de son expérience à Faye, ni ne l'avait évoqué en sa présence. Mais c'était son intérêt pour les cas d'ovnis qui s'était développé au fil des années de ses expériences qui l'avait amené à examiner ce qui était arrivé à Faye sous un angle différent. Il voyait des similitudes entre ces rencontres et celles d'autres personnes ayant signalé des enlèvements par des extraterrestres, plus précisément en ce qui concernait ces 2 ouvriers qui, apparemment, ne pouvaient pas voir Sam. Monsieur y est cité comme ayant dit « J'ai l'impression que Fari a été en quelque sorte emmené dans une bulle de réalité extraterrestre créée par cet étrange personnage. Il leur a dit qu'il venait juste de construire la hutte. De plus, Faye m'a raconté que pendant qu'il parlait à ce fantôme, 2 ouvriers à proximité réparaient un poteau. Ils ne prêtaient aucune attention à cette étrange mascarade, comme s'ils ne pouvaient pas la voir. L'histoire me semble tellement étrange et les 2 enfants n'ont jamais suggéré que Sam était une sorte d'extraterrestre. Ils étaient comme convaincus qu'il était un fantôme ou quelque chose qui, du moins, n'était pas entièrement présent. Mais il y a peut-être un élément qui donne un peu de crédit à la théorie de M. Yick. Seulement quelques années plus tard, dans une affaire que nous pourrions très bien aborder dans un futur épisode de la bibliothèque d'enregistrement, il y a eu de nombreuses observations d'ovnis apparant dans une région du pays de Galles. L'une des plus célèbres est l'histoire de l'école de Broadhaven,
où plusieurs enfants ont commencé à affirmer à leurs enseignants qu'ils avaient vu un ovni dans le terrain de jeu de leur école. Le directeur, ne les croyant pas, a séparé les enfants et leur a demandé de dessiner ce qu'ils avaient vu, s'attendant à ce que les représentations visuelles diffèrent considérablement. Mais ils ne l'ont pas fait. Tous les élèves ont dessiné une image assez similaire de ce qu'ils avaient vu. De nombreux élèves ont affirmé avoir vu une silhouette à côté de l'engin, qui a été décrite comme portant une tenue verte et argentée, pas si différente du costume que Sam aurait porté. Fait encore plus glaçant, certaines photos montrent également une figure coiffée d'un chapeau pointu, très semblable à celui que Sam portait. Partie 4. Que s'est-il vraiment passé? Alors, que pouvons-nous en retirer? L'histoire du clown de Sundown est souvent décrite comme l'une des histoires d'OVNI les plus étranges de tous les temps, et les nombreux détails singuliers à son sujet ont continué à titiller l'esprit des gens pendant des décennies. Que s'est-il vraiment passé? Sur le papier, je l'ai d'abord rejeté comme étant simplement l'œuvre d'un enfant avec une imagination débordante. Mais quand on prend en compte les témoignages du père, dont je n'avais pas connaissance au début, cela ajoute une dimension étrange à l'histoire. Mais monsieur y a-t-il vraiment rencontré quelque chose d'étrange lui-même, pour ensuite simplement imposer son histoire sur le récit imaginatif et bizarre que sa fille avait inventé? Peut-être que les deux ne sont pas du tout liés. Après tout, monsieur Yi n'a pas été poursuivi à travers la mer par un étrange homme clown avec un microphone. Mais le son qu'il a entendu pourrait-il être le même gémissement que Faye et son ami ont entendu dans le champ ce jour de printemps? Si c'était simplement inventé, pourquoi Faye a-t-elle attendu 3 semaines pour raconter l'histoire, après avoir été éconduite par les premiers adultes qu'ils ont rencontrés? Et si c'était pour attirer l'attention, pourquoi le garçon était-il si réticent à raconter l'histoire? De plus, pourquoi Sam était-il si énigmatique quand on lui demandait ce qu'il était? C'est vraiment intéressant que les enfants eux-mêmes aient spécifiquement dit qu'ils pensaient qu'il était soit un homme déguisé, soit un fantôme. Le fait de le désigner comme un clown semble être venu plus tard, au fur et à mesure que les gens lisaient l'histoire. La description donnée par les enfants le fait presque ressembler à une sorte de marionnette en bois. C'est l'autre élément de tout cela, l'étrange mélange entre le naturel et la haute technologie. Sa cabane est métallique à l'extérieur, mais possède des meubles en bois à l'intérieur. Ses vêtements sont déchirés et usés et il avait apparemment une sorte d'antenne, mais celle-ci était faite en bois. Il y a bien sûr une interprétation plus sombre de cette histoire. Les descriptions de Sam suggèrent possiblement qu'il aurait pu être un homme portant une sorte de masque effrayant. Son discours étouffé et ses lèvres immobiles viennent renforcer cette théorie. Cela rend l'idée qu'il conduise les enfants jusqu'à sa cabane encore plus effrayante. Certains ont suggéré l'idée qu'il aurait pu être une sorte d'artiste itinérant, une espèce de magicien, en se basant sur son étrange tour avec la baie, que ceci était en réalité une rencontre bien réelle, avec un être humain très étrange mais bien réel qui a été déformé par l'imagination d'un enfant en quelque chose de plus magique. Mais à part se sentir un peu mal à l'aise en sa présence, les deux enfants ont dépeint Sam comme une personne amicale, et n'ont pas laissé entendre que quoi que ce soit d'autre se soit passé au-delà d'une simple conversation. Concernant ses lèvres, qui ne bougeaient pas, à aucun moment les enfants n'ont dit qu'il portait un masque. Si on veut explorer des idées plus folles sur ce qu'était Sam, se pourrait-il qu'il ait simplement pris l'apparence de quelque chose qu'il pensait être attirant pour les enfants? Une sorte de personnage coloré qu'on pourrait voir dans une émission de télévision pour enfants, mais peut-être que cette façade ne fonctionnait pas tout à fait correctement. Serait-ce la raison de sa voix étouffée et de ses mouvements étranges, ou même la raison pour laquelle certaines parties de sa maison semblaient être décorées de papier peint et de meubles, tandis que d'autres étaient froides et métalliques? Il n'y avait certainement pas le même malaise culturel à propos des clowns à l'époque qu'aujourd'hui. Sam se présentait-il ainsi aux enfants parce qu'il voulait qu'ils l'aiment, ou pour les attirer? Nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, mais néanmoins la légende de Sam, le clown de Sundown, nous a au moins laissé une histoire étrange à partager et un exemple potentiel de phénomène inexpliqué survenu lors d'une journée ordinaire. C'est tout pour cette entrée dans la bibliothèque des cassettes. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez tous pensé de Sam le clown de Sundown. Une histoire totalement inventée, une entité surnaturelle d'une certaine sorte, ou quelque chose entre les deux. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et faites-moi part de vos réflexions. Merci encore une fois à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Au début, Françoise, je faisais vraiment ces vidéos pour moi-même, et dans une certaine mesure, c'est toujours le cas. C'est simplement une façon pour moi de réfléchir à des histoires étranges et effrayantes, et de les monter
d'une manière qui me plaît personnellement. J'ai toujours pensé que mon style serait plutôt confidentiel, alors le fait que tant d'entre vous apprécient aussi ces vidéos me touche sincèrement. Merci à tous du fond du cœur, j'ai l'intention de continuer à vous apporter ces récits bizarres pendant longtemps. D'ici là, faites de beaux rêves.